Yannick présent, Gabriel Germain. Présent. Coralie Morvan a donné pouvoir à Gabriel Germain. Albert Marel. Présent. Cathy Michlevarenne. Présente. Grégory Allenbach. Présent. Alexandra Idesheim a donné procuration à Lydie Chambeux. Fabrice Matois. Présent. Fabienne Cazola-Romaïfer. Michel Fratt a donné pouvoir à Albert Marel. Béatrice Belmont. Présente. Frédéric Lagescarde. Présente. Natacha Arnaud. Présente. Nathalie Baul a donné pouvoir à Grégory Allenbach. Stéphanie Gendron. Présente. Lydie Chambeux. Présente. Ludovic Laforêt. Présent. Éric Poirier. Présent. Céline Matonnet a donné pouvoir à Éric Poirier. Laurine Closon a donné pouvoir à Stéphanie Werbenec. Didier Debarge n'est pas là. Valérie Merle a donné pouvoir à Marine Millot. Christiane Hardy. Présente. Christophe Ollier. Présent. Florence Iacono. Présente. Quentin Dieu n'est pas là. Luc Souillard a donné pouvoir à Christophe Ollier. Stéphanie Werbenec. Marine Millot. Présente. Je vous remercie. On va nommer un secrétaire de séance. Je vous propose pour changer un peu Grégory Allenbach. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour Grégory Allenbach. Voilà. Si ça ne vous embête pas, et je pense que vous serez tout à fait d'accord avec nous, je voudrais qu'on prenne le temps de rendre hommage à une personne qui était très présente parmi nous à chaque conseil municipal. Et cette personne, c'est Gabrielle Boulanger. Voilà, donc Gabrielle Boulanger, pour ceux qui ne le savent pas, mais beaucoup le savent, elle était conseillère municipale de 1983 à 1989. Et puis ensuite, elle a fait un mandat de 89 à 95 en tant qu'adjointe. Elle avait la délégation de la culture, la communication et de l'information. Ensuite, elle a été adjointe de 2001 à 2008 avec la délégation du sport et du loisir, de l'animation des associations. Voilà, elle était très impliquée dans le milieu associatif, notamment avec TV Velo. Et elle a fait beaucoup de montage, elle a beaucoup travaillé jusqu'au dernier moment. Voilà, voici, je vous propose qu'on se lève et qu'on fasse une petite minute de silence. Je vous remercie. On va valider le compte rendu, si vous voulez bien, de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce compte rendu? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe donc au rapport numéro 1. Il s'agit de l'approbation de la cession de voirie entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Velot. Je ne vais pas vous reparler de ces travaux parce que tout le monde les connaît, parce qu'ils sont très attendus par beaucoup d'habitants de la commune. C'est un dossier qui est assez complexe. Il est important de retracer un peu les points et ce qui nous a amené au rapport d'aujourd'hui. On est engagé donc à réaliser ces travaux d'aménagement de l'avenue Général de Gaulle. C'est un projet qui a une complexité juridique car elle se situe sur une ancienne route départementale avec une partie qui est hors agglomération et une partie en agglomération. Et comme les choses simples ne nous suffisent pas, le département a cédé à la métropole toutes les voies départementales en agglomération en juillet 2023. Donc il s'agit de la RD 55H avec une partie de l'avenue de la République, la RD 55 avec une autre partie de l'avenue de la République, et la voirie de la place François Caire, l'avenue de la Gare et la route de Rognac. Et puis il y a aussi la RD 55C avec l'avenue du Général de Gaulle et l'avenue Jean Moulin. Voilà, ce sont des plans de voirie qui sont d'ailleurs dans le rapport et qui sont en pièces jointes pour ceux qui ont pu le voir. Dès le début du projet, on a travaillé en lien avec la métropole et le département, bien sûr, et on a demandé un transfert de voirie directement à la ville. Ce n'était pas possible sur le moment, donc toutes les voiries départementales en agglo de la métropole, elles ont été transférées par arrêté préfectoral, et il a été convenu que nous avancions sur le projet en amont pour l'estimer financièrement ensuite, et puis pour régulariser les propriétés des voiries au moment venu. Donc le premier rapport, il permet la cession des voiries anciennement départementales qui sont devenues métropolitaines pour qu'elles soient communales. On a fait ce choix
pour ne pas avoir à attendre que la métropole effectue les travaux de voirie sur velo et pour pouvoir surtout rester maître du jeu. Le second rapport, il permet d'acter les travaux sur la voirie communale concernée, avec pour mémoire un programme de travaux qui prévoit un aménagement sécurisé pour les piétons, pratique pour les cyclistes, les trottoirs en continu, des multiplateaux traversants qui vont être installés. C'est un programme qui est décrit sur le site internet de la commune de Velo, et puis qui, je le rappelle, a fait aussi l'objet de 2 réunions publiques, où il y a eu, tout le monde a pu s'exprimer, où il y a eu même des décisions qui ont été prises, dont une à main levée d'ailleurs. Je m'en souviens un petit peu. Voilà, c'est un programme qui est estimé à 508 000 €. Le troisième rapport, puisque je vais vous proposer de voter pour les 3 rapports en même temps, qui sont en lien direct, il permet de demander à la métropole un financement des travaux à hauteur de 50%, c'est-à-dire sur un montant de 254 000 €. Donc selon le dispositif approuvé au Conseil métropolitain de la semaine dernière, vous constaterez que, voilà, que ça prend du temps. Mais qu'aujourd'hui on a quand même passé un cap important puisqu'il y a eu vraiment une rétrocession et que par l'intermédiaire d'un fonds de concours, je crois que c'est la première fois que nous on le fait, qu'on passe par un fonds de concours, mais si ça nous permet d'avoir 50% du montant payé par la métropole, on ne va pas s'en priver. Donc pour ça il faut qu'on mette au vote ces 3 rapports. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur le maire. Vous avez une date de démarrage des travaux? Écoutez, moi, comme vous avez pu le voir, c'est difficile de s'avancer tant qu'on n'a pas voté ce qu'on a à voter. D'après les éléments que j'ai et d'après déjà les avancées justement, comme j'ai pu le dire en termes d'études, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir commencer dans l'année 2026. Quoi. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais voilà, 2026. Et pas de commission d'appel d'offres pour ce montant-là, c'est de ma part? Non, il va y avoir. Il va y avoir un marché. Bien sûr, pour l'instant, on n'a pas de marché lancé. Tant qu'on n'est pas propriétaire de l'avoir, On n'a pas le droit de le faire. D'accord. Ce qui est bien, c'est que ça a été voté en métropole. Déjà, donc ça, c'est et maintenant, le vote au conseil municipal, ça devrait après aller assez vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 2, il s'agit de... Ah ben non, on les a votés les 3. Ah d'accord, ok, donc on fait quand même le vote rapport par rapport. Donc rapport numéro 2, c'est ça. Oui, c'est ça. Rapport numéro 2, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 3, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Passe au rapport numéro 4. Il s'agit de l'approbation du protocole de médiation relatif au marché de travaux pour la réhabilitation et l'aménagement des bâtiments situés autour de la place François Caire. Donc les travaux de la place François Caire, ils sont terminés maintenant depuis 2 ans. Alors il appartient à chacun d'avoir son avis, mais moi je pense que c'est quand même plutôt une belle réussite dans son ensemble. Globalement, les travaux se sont bien passés, mais comme ça se passe de temps en temps sur des projets de cette importance avec autant de lots et autant finalement d'intervenants, de temps en temps il y a aussi des lots sur lesquels ça se passe un peu moins bien. Et c'est ce qui s'est passé avec l'entreprise Couleur Locale sur le lot numéro 5. Il s'agissait des doublages, des cloisons et des plafonds et de revêtement des sols et murs peinture. Voilà. En cours de ce chantier, l'entreprise n'a pas réalisé les prestations demandées en conformité. Donc après différentes rencontres avec le maître d'œuvre et la personne chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de la coordination, l'OPC, donc on avait chargé de travailler là-dessus, l'ingénieur en charge du suivi des travaux, puis aussi avec notre adjointe aux travaux Coralie Morvan, avec la DGS aussi, et puis moi-même, il n'y avait aucune solution opérationnelle qui avait été trouvée. Donc sur les conseils du maître d'œuvre, et afin de ne pas arrêter la totalité des produits, parce que c'est un peu comme le phénomène des wagonnets, quand il y en a un qui s'arrête, il y a tout le monde qui attend derrière et ça met en l'air tous les organigrammes. Donc sur conseil du maître d'œuvre, et pour ne pas arrêter le projet, qui aurait pénalisé les autres entreprises, on a validé un courrier en mai 2023 qui prononce la résiliation unilatérale de ce marché-là. L'entreprise Best Second Œuvre a été choisie pour réaliser la fin des travaux pour les reprises de malfaçon et pour la réalisation des travaux non exécutés. Après, il s'en est suivi une procédure de contentieux avec des échanges entre avocats. L'entreprise Couleur Locale nous a réclamé un peu plus de 78 000 €
59 000 € pour les travaux et 19 000 € pour un préjudice moral, quand nous lui demandions le règlement des 43 000 € de pénalité, puisque forcément chaque jour de pénalité ça s'accumulait en fonction du travail qui n'était pas fait. Et c'est ce qui était opposé. Donc il y a eu un protocole de médiation qui s'est tenu, et avec les échanges des avocats, et la médiation a abouti à une annulation de toutes les réclamations. Cette médiation permet de solder cette affaire en trouvant un équilibre procédural. Voilà, en gros, nous on renonce aux pénalités, et eux, ils renoncent à nous faire payer tout le reste du montant qui leur a été, qui nous a été demandé pour des travaux qui n'étaient pas ou mal effectués. Bon, la priorité en 2023, c'était vraiment d'ouvrir le site avec la validation des nouveaux locataires et refaire vivre le centre de village, ce qui aujourd'hui a l'air quand même de bien fonctionner. Voilà, je pense que la procédure elle a été faite de la manière la plus légale possible, et moi je remercie les équipes techniques qui ont suivi le dossier, parce que in fine on a quand même pu ne pas trop bloquer les autres corps de métier et faire en sorte que les pénalités ne s'accumulent pas aux autres pénalités au retard. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 5, il s'agit de la création de zones d'accélération des énergies renouvelables avec le bilan de la concertation et l'arrêté de la cartographie. Je laisse la parole à M. Albert Marel. Merci. Donc la loi du 10 mars 23 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable place les communes au cœur de la planification du déploiement des énergies renouvelables terrestres. L'État demande aux communes de définir des zones sur lesquelles on pourra implanter des énergies renouvelables. En mai 2025, on a délibéré un conseil municipal sur la création de zones d'accélération des énergies renouvelables, des ZAER, et on a décidé du lancement de la concertation. Nous avons mis les pièces du dossier à disposition du public en mairie du 6 au 20 juin 2025. Ce dossier comprenait un registre en vue de recueillir les avis, les remarques et les propositions de la population. Nous avons communiqué via le site internet de la commune en amont de la consultation pour une meilleure information du public. Les modalités de la concertation et les moyens mis en œuvre ont permis une bonne information de la population. Sur la base d'informations à sa disposition des échanges internes de la collectivité, la commune identifie les zones suivantes. Vous avez en page 8, le rapport 5, vous avez les 4 zones qui ont été identifiées. Donc, le Moribas, le Radéou, les Rives de l'Arc et Nova-Velo. Est-ce que vous voyez où c'est? Oui. Sinon, on a une annexe. On peut vous la montrer. Bon, ça a été donné en pièces jointes. Oui, c'était la pièce jointe. C'est un beau fond d'écran. Le Moribas, le Radéou, les Rives de l'Arc et Nova. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? De toute façon, vous les avez eues en pièce jointe, donc vous avez pu le regarder. Est-ce que vous avez des questions? En fait, quand je regarde le détail cadastral, il apparaît que les zones qui sont reprises dans le détail qui est dans la note de synthèse, il y a une zone dans le club hippique qui s'appelle la Pinède, où il y a des chevaux, et qui a priori va être impactée et qui est dans cette zone-là. Madame Morvan nous avait dit qu'il n'y avait aucune destruction et aucune coupe d'arbres à l'époque, au mois de mai, donc il n'y a pas de problème. Là, a priori, si on met à cet endroit-là, si on met des panneaux photovoltaïques, on va couper des arbres. C'est la Rive de l'Arc. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Le secteur AC. Parce que là, il y a 3, 4, 15, 51, 16, 17, 11, 9. Ça donne ça, monsieur. Ouais. Ok. Non mais attends, donc ça correspond à quelle superficie là au niveau arboré? Il y a au moins 2 parcelles qui sont arborées. Hein. D'accord, bah alors. Parce qu'il y a les chevaux qui sont à l'abri en dessous, habituellement. D'accord. À moins qu'il ait été décidé de changer.
Donc on a eu 0 remarque lors de la concertation. C'est malheureux. Faut peut-être juste. C'est pareil sur le Moribas, la zone AS, c'est pas là où il y a le terrain, merci. C'est pas là où il y a le terrain pour le club d'enduro, un truc comme ça. Oui, mais sur le terrain, pour y avoir été au club d'enduro, je vois pas où il y a des arbres, hein, maintenant. Non, là il n'y a peut-être pas d'arbres, mais bon, si on prend toutes les parcelles, il n'y a plus de terrain d'enduro. Écoutez, après, vous me parlez du terrain d'enduro ou vous me parlez des arbres? Les deux. Aujourd'hui, on nous a demandé de mettre nos zones qui pouvaient être des zones d'accélération d'énergie renouvelable. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes être acceptées au niveau métropolitain pour le faire. On a mis les parcelles qui pouvaient s'y prêter. Voilà. Après, encore une fois, il y a eu une enquête publique. Là, vous venez, vous nous dites ça. Moi, honnêtement, on a fait en sorte qu'il y ait cette enquête publique. Tout le monde pouvait donner son avis, y compris vous. Est-ce que vous l'avez fait? Non, effectivement, je ne l'ai pas fait. Non, ben voilà, donc je veux dire, moi si vous me dites ça, c'est simple, il y a une possibilité. Hein. On retire l'ordre du jour et on le représente. De toute façon, aujourd'hui, à l'Assemblée, il est débattu, enfin c'est la guerre entre le Sénat et l'Assemblée sur le photovoltaïque et les éoliennes. Donc, je pense que ça va lever le pied un petit peu. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt particulier pour nous. On a des zones qui ont été repérées par nos services comme pouvant être des zones d'accélération voltaïque. Bien entendu qu'il y en a certaines qui sont irrecevables parce que sur des secteurs visibles par les habitants au centre de la commune, tout ça. À part Nova, mais Nova, on vous a expliqué le projet qui est en cours de photovoltaïque sur ce toit-là pour pouvoir faire des grandes économies au niveau énergétique. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dedans. Maintenant, on a fait une enquête publique. En fait, on a fait ni plus ni moins que ce qu'on est obligé de faire. S'il y avait eu vraiment un retour au niveau de l'enquête publique avec, j'ai envie de dire, vraiment une remise en cause du projet, on en aurait tenu compte. Là, il n'y a rien eu au niveau de l'enquête publique. Vous me posez la question, nous aujourd'hui, on met ces terrains-là sur instruction de nos services. C'est pas pour ça que ça va devenir de partout des zones photovoltaïques. Mais on nous a demandé de les mettre, toutes les zones qui peuvent l'être. Donc, Elles sont identifiées. Elles sont identifiées et elles sont proposées comme étant des lieux pour recevoir. Elles sont quand même privilégiées. Elles sont privilégiées parce que ce sont sur des zones où on peut le faire. Effectivement. Du coup, voilà, nous, la problématique, c'est par rapport au fait qu'il faille déforester avant d'implanter des panneaux photovoltaïques. Très franchement, monsieur le maire, je n'ai pas été voir je n'ai pas été voir l'enquête publique puisque Mme Morvan nous avait dit on ne coupe aucun arbre, c'est des zones où il n'y a rien. Je l'ai pris de bonne foi. Non, mais c'est vrai qu'on est. Alors, je vais un peu. Voilà. Il faut faire attention, effectivement, ce qu'il est en train de dire n'est peut-être pas faux, parce qu'il y a des parties où il y a. Vous savez que le club hippique, il y a une partie qui appartient au département, des parties qui appartiennent à la mairie. Et sur les parcelles, effectivement, il y a des paddocks. Alors après, si c'est de l'autre côté de l'autoroute, c'est de l'autre côté de la chemin de la Joséphine, en face du club hippique de vélo, ce que nous on appelle le palio, là c'est privé. Donc là par contre c'est privé. De l'autre côté, Fradi c'est privé. Bon, en tout cas, si ça peut vous rassurer, ce terrain-là, il est communal. Donc il va passer en zone d'accélération. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas une déforestation sur ce terrain-là avec nous. Hein. C'est pas le but, c'est pas d'arracher des arbres. Hein. Que ce soit bien clair. C'est-à-dire que même s'il passe en zone d'accélération, ça veut dire qu'on met la parcelle, il y aura forcément une partie qui va être photovoltaïque, mais ça sera une partie où il n'y a pas les arbres. Voilà. Après, s'il y a un olivier qu'il faut enlever, j'en sais rien, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dessus, hein, je vais être honnête avec vous. Mais moi, mon but, ce ne sera pas de faire la déforestation sur un terrain du photovoltaïque. Il y aura forcément la parcelle, elle est complète. Peut-être que sur cette parcelle, effectivement, il y a des arbres. Et bien sur les parties où il y a les arbres, il n'y aura pas de photovoltaïque. Ça sera sur la partie où on peut le faire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. On va suivre le sujet. Hein? On va suivre le sujet. Moi aussi. Moi aussi. Donc pour continuer sur la délibération, donc suite. Non, mais tu vas même sortir. Non, après, sur ce sujet, Ah d'accord. projet-là, De quoi? sur ce projet-là, ils n'ont pas tout. Ok, mais mais après, si vous voulez, on le retire, hein, le rapport, et on le retravaille. Hein, si vous voulez qu'on l'enlève.
Ouais. Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on retire ce rapport, on le retravaille et on vous le représente. D'accord? Ok, merci. Hein, on va faire Il faudra refaire une enquête publique. Eh ben, s'il faut refaire une enquête publique, on fera une enquête publique. Moi, comme je vous dis, moi, mon but, c'est on me demande de mettre en avant les zones qui peuvent être d'accélération. En plus, je crois qu'on est propriétaire sur... Aucune. Si, et puis une autre aussi. Celle où il y a le terrain, les canaux aussi. Mais le but, c'est pas de... Voilà, c'est justement de le faire sur des endroits où on va pas faire de dégâts, quoi. Donc on va le reprendre, on le revoit et puis on le reprend. D'accord? Ensuite, on va passer au rapport numéro 6. En fait, on nous presse pour le faire, ça, parce que c'est dans le cadre du PLUI aussi. Oui. C'est-à-dire, il y a un dispositif, il y a un agenda qui se met en place pour faire le PLUI, et il se trouve qu'à l'échelle de tout le pays savonnais, on nous demande de valider les zones d'accélération dans des temps donnés. C'est pas nous qui avons décidé tout seul de le faire maintenant. Non, mais que ce soit bien clair. Après, on peut prioriser la toiture Nova, être en première intention, et les autres zones, là, il faut le refaire. séparément. Comme il est dans le même rapport, on a de le refaire. On peut pas Ça nous faire beaucoup de temps de... Mais du coup, est-ce que ça nous embête sur l'étanchéité? Non, donc ça on ne perd pas de temps. Donc, ce qui compte, c'est qu'on ne perd pas de temps sur la validation des travaux d'étanchéité de Nova, parce que c'est quand même, là pour le coup c'est important pour nous, parce que c'est quand même des grosses économies pour la ville de ne pas perdre de temps là-dessus. D'autant plus qu'on vous allez voir qu'on a fait une demande aussi d'aide à l'arrivée là-dessus. Rapport numéro 6. Approbation de la convention de mise à disposition pour l'implantation d'un poste de distribution publique constitutif de droit réel au profit de la société Enedis, route de la Joséphine. Je laisse la parole à M. Albert Marel. Donc le 16 juillet 2015, le conseil municipal a autorisé la signature d'un bail emphytéotique administratif entre la commune et le club hippique de Velot. Ce bail a été signé définitivement le 22 octobre 2015. Le 21 février 2024, le conseil municipal a voté la signature d'un avenant à ce bail, autorisant le club hippique à construire un manège équipé en couverture de photovoltaïque. La société Enedis sollicite une partie de la section cadastrée AC numéro 21 pour une superficie de 25 mètres carrés pour implanter un poste de distribution publique au numéro 3410 route de la Joséphine. Nous devons signer une convention avec Enedis lui permettant d'occuper le terrain sur lequel le poste sera implanté, de faire passer en amont et en aval toutes les canalisations électriques nécessaires pour le bon fonctionnement et d'utiliser les ouvrages et de réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité. Ces ouvrages pourront être également utilisés pour la desserte d'autres usagers. Le plan a été joint en annexe. C'est un tout petit carré rouge sur le plan de la zone ACZD. En signant cette convention, la commune et le club hippique s'engagent à laisser à Enedis le libre accès permanent à cet emplacement. La société Enedis nous versera la somme de 150 €, payable le jour de la signature de l'acte authentique. Par contre, l'ensemble des frais sera pris en charge par Enedis. Donc, le conseil municipal doit se prononcer sur la convention, autoriser M. le maire à signer la convention et l'acte authentique, et tous les avenants et tous les autres documents se rapportant à ce dossier, et autoriser toutes les créations de servitudes nécessaires. Avez-vous des questions? Pas de questions. Donc, Cathy, tu sors. On va passer. Oui, Cathy dehors. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Je vais faire remonter Cathy. Et encore dans l'élan de la sortie. On va chercher. On va reprendre le mail. Rapport numéro 7, il s'agit de l'approbation du protocole financier avec la métropole Marseille-Provence relatif aux travaux réalisés en urgence par la commune sur le réseau d'eau pluviale, avenue Hector Berlioz. Albert, tu nous en parles un petit peu? Ok, alors la métropole exerce, un rappel, la métropole exerce la compétence de la gestion des eaux pluviales. Nous avons en charge de la gestion des travaux d'entretien courant et de la maintenance. Le coût annuel de cette convention a été estimé à 57 098 €.
c'est juste une info. Cette délégation ne comprend pas les charges liées à l'investissement. Rappel, le 23 juillet 2024, un important affouillement, donc un gros trou, est apparu au numéro 9 et 11 de l'avenue Hector Berlioz, provoqué par la détérioration des regards pluviaux. Le 29 juillet, la commune a décidé, afin de sécuriser la voirie et les abords, de réparer provisoirement le regard, combler le trou et remettre en état la voirie. Nous avons avancé des frais pour 7 501,18 €. La métropole, vu les arguments techniques de nos services, accepte de prendre en charge les frais. En contrepartie, la commune renonce à toute action juridictionnelle à l'encontre de la métropole. Nous proposons à l'Assemblée d'approuver le protocole annexe à cette convention. Avez-vous des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 8. Ce sont des décisions modificatives numéro 1 au budget primitif 2025 de la commune. Et je laisse la parole à Bernard. Donc, vous connaissez le fonctionnement, on vote un budget prévisionnel. Et puis en cours d'année, on ajuste et on fait des décisions modificatives. Donc ça c'est la première, elle arrive en milieu d'année. Ce qu'on peut en dire, donc vous avez eu en page 11 le tableau avec les chiffres. Et en annexe à la convocation, vous avez eu le rapport très détaillé avec toutes les lignes de dépenses. Donc on est en fonctionnement, on est en déficit de 40 000 €. Et en investissement, on a équilibré, parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Donc, je ne vais pas vous passer en détail tous les chiffres, mais si vous avez des questions, je peux y répondre. Les 118 000, excusez-moi M. Marel, les 118 000 de VRD, ça correspond à quoi? Alors ça, c'est une opération qui est, comment dire, neutre. Elle est sans effet sur le budget. Alors je vais laisser Agnès vous l'expliquer parce que franchement c'est zéro pour le budget, mais c'est très technique. Au budget, on a voté 118 000 € pour des travaux VRD dans une opération qui a valeur de chapitre. Et on a décidé de moins travailler avec ces opérations qui ont valeur de chapitre. Donc on l'a sorti de l'opération qui a valeur de chapitre, donc elle apparaît comme une ligne, et on l'a remis dans le chapitre comptable qui n'apparaît pas sur en ligne détaillée. Donc c'est un plus, c'est un moins, c'est complètement net. C'est une écriture comptable. Ah, d'accord. Ouais. Merci. Voilà. Tu as bien fait, Albert. Il vaut mieux que le dire. Moi, ça fait 3 fois que l'on explique. Je peux retenter si vous voulez. C'est bon. La première phrase était la bonne. On fait confiance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 8 est adopté. Rapport numéro 9, demande d'aide financière au Conseil régional Région Sud dans le cadre du plan solaire au titre du dispositif solaire Ready, rénovation de l'étanchéité de la toiture de l'espace Nova Velo pour la construction d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation. Vas-y Albert. Donc, lors du précédent conseil, on nous a présenté une demande d'aide à l'État, ce qu'on appelle le dossier fonds vert. Pour un financement global, c'était l'étanchéité plus les photovoltaïques, avec une participation de 80% de l'État. Donc cette demande a été faite, puisqu'on a voté l'accord. On attend la confirmation de l'État. En attendant, nos services continuent à rechercher des financements. Et pour toujours ce même projet, on a trouvé avec la région, alors sur la partie rénovation de l'étanchéité de la toiture, donc pour 163 500 €, une subvention du conseil régional. C'est à hauteur de 28%, donc 46 000 €. Donc ce rapport-là, c'est pour autoriser monsieur le maire à déposer cette demande de subvention auprès du conseil régional, sachant que si on a le fonds vert, on n'utilisera pas cette subvention. Parce qu'avec le fonds vert, si on a un fonds vert à 80%, on est au plafond des subventions. Voilà, on tape les demandes de partout. Hein. Voilà, on voit ce qui revient. Voilà. Tant qu'on n'a pas les accords définitifs. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 10. Abandon de créances anciennes et d'avoirs non réclamés relatifs à la régie recette du service restauration et vie scolaire.
J'aurais pu laisser la parole à Albert, parce que c'est encore les finances, mais comme ça touche les cantines, je vais laisser la parole à Cathy Michaud-Barrien. Alors, le 21 novembre 2024, on avait fait une délibération où on avait mis en sommeil la caisse des écoles, qui était à validité à partir du 1er janvier 2025. En décembre 2024, on avait modifié la régie des recettes de la caisse des écoles en régie de recettes du service restauration et vie scolaire de la commune de Velot, et également à compter du 1er janvier 2025. Donc, vu les articles du Code général des collectivités territoriales. Lors de l'Assemblée délibérante, l'existence, il y a eu des impayés qui sont antérieurs à l'année 2024 et 2025 sur la régie des recettes du service restauration et vie scolaire, donc dont la gestion en fait relevait de la caisse des écoles avant le 1er janvier 2025. Normalement, ces impayés, ils auraient dû faire l'objet d'une régularisation dans la régie de recettes de la caisse des écoles. Dans le cadre de la mise en sommeil de la caisse des écoles à compter du 1er janvier 2025, le conseil municipal de Velot est les compétents pour la gestion des impayés et avoir de la dite régie à compter de l'année 2025. La prescription quadriennale prévoit que toute dépense non payée ou toute recette non encaissée dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivante, celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, sont prescrits. Il est indiqué à l'Assemblée délibérante que le logiciel de gestion de la régie des recettes du service restauration et vie scolaire ne nous permet pas de reconstituer toutes les données relatives aux pouvoirs et aux impayés antérieurs à l'année scolaire 2020 et 2021. Donc, conformément aux articles L 1611.5 et D 1611-1 du CGCT, les créances des collectivités territoriales et établissements publics locaux ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil de 15 € fixé par décret. On vous propose donc à l'Assemblée délibérante de, premièrement, constater la prescription quadriennale pour les impayés de la régie de recettes du service restauration et vie scolaire antérieure à l'année 2020 et 2021. Renoncer aux impayés de la régie du service restauration et vie scolaire à partir de l'année 2020-21 et jusqu'à l'année scolaire 2023-2024, dont le montant est inférieur à 15 € pour un montant égal, alors un montant total de 186,80 centimes d'euros, dont la liste est annexée à la présente convocation. De renoncer en troisième point aux impayés de la régie du service de la restauration et vie scolaire à partir des années 2020-2021 et jusqu'aux années 2023-2024, dont le montant est compris entre 15 et 40 € pour un montant total de 320,70 €, dont vous avez la liste aussi qui est annexée à la présente convocation, et de procéder à l'émission de titres de recettes pour les impayés supérieurs à 40 € constatés à partir des mêmes années, donc 2020, 2021 et jusqu'aux années 2023-2024, pour un montant total de 1201,90 €, dont toujours la liste est annexée à la présente convocation. Il est indiqué à l'Assemblée délibérante qu'il existe également des avoirs antérieurs à l'année scolaire 2024 et 2025 sur la régie de recettes du service restauration et vie scolaire. Ces avoirs auraient également dû faire l'objet d'une régularisation dans la régie des recettes de la caisse des écoles. Donc à ce jour, vous l'aurez compris, aucun de ces avoirs n'a été réclamé par les familles. Donc étant précisé que les montants mentionnés dans les annexes correspondent à la soustraction entre les impayés et les avoirs. Donc on vous propose de constater la prescription quadriennale sur les avoirs antérieurs des années 2020 et 2021, de ne pas entreprendre les démarches en faveur du remboursement des avoirs jusqu'à 40 € pour un total de 2022,10 €, dont vous avez la liste qui est annexée à la présente convocation, et constater l'effacement de ces avoirs. D'entreprendre des démarches auprès des familles afin de proposer le remboursement des avoirs supérieurs à 40 € à partir des années scolaires 2020-21 jusqu'aux années scolaires 2023-2024. On va leur envoyer un courrier ou un courriel demandant les coordonnées bancaires pour le remboursement. Il y aura un montant total de 356,90 €, dont vous avez également la liste qui est annexée.
et de constater l'effacement des avoirs supérieurs à 40 € dont les familles n'ont pas transmis leurs coordonnées bancaires dans les 30 jours à compter de l'envoi du courriel ou du courrier. Voilà, donc le conseil municipal sera invité à se prononcer sur les propositions susvisées. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Quelle est la nature des impayés? En fait, c'est c'est les cantines, quand les parents... C'est les familles qui n'auraient pas payé? Oui, c'est ça. C'est ça, qui n'ont pas payé la cantine, et comme en fait, l'agent n'est pas censé, enfin, n'a pas son nez tout le temps sur le logiciel, ses avoirs se sont accumulés. Oui, voilà. C'est bizarre. L'aménagement, ils ne peuvent pas les avoir. Ils sont réservés sur le portail famille depuis plusieurs années où on paye à la réservation. Mais parfois vous avez des parents qui ne sont pas inscrits sur le portail famille, et les enfants sont mis à la cantine. Il y a des gens qui réservent mais qui ne payent pas automatiquement. Ouais. Il y en a qui viennent à la caisse des écoles. Ouais. En réalité, on s'aperçoit que c'est un peu un équilibre entre les gens qui vont payer mais qui du coup ne vont pas s'en servir et les gens qui eux ne payent pas et puis ils partent, ils déménagent et pour une petite somme, on ne va jamais arriver à... ça va coûter plus d'argent et de moyens de leur courir après. Donc effectivement aujourd'hui on a changé les outils pour essayer de suivre plus au jour le jour. Mais la question qui se pose, en vérité, elle est tout autre. C'est-à-dire se dire, est-ce que quand un enfant est inscrit et que les parents n'ont pas payé, est-ce que l'enfant, on dit qu'on ne le prend pas et on le met dehors ça reste quand même voilà, ça reste compliqué humainement, faut se sentir de le faire. Personnellement, je trouve que c'est pas la meilleure idée. Et bien entendu, on essaie de faire en sorte de pouvoir trouver plutôt un arrangement avec les familles, plutôt que de dire de se retrouver avec un petit à la rue parce qu'il n'a pas payé et que ce soit lui qui en paye le prix. On essaie de trouver le meilleur, bon voilà, on n'est pas sur des sommes énormes, mais sur des petites sommes comme ça, où on n'arrive pas à retracer, on se dit que voilà, il faut bien expédier la somme. Pas d'autres questions? Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 11, approbation de la carte scolaire, Cathy. Alors, vu les articles L212-7 et L131-5 du Code de l'éducation, donc il est indiqué à l'Assemblée délibérante que lorsque plusieurs écoles publiques se trouvent sur le territoire d'une commune, la sectorisation scolaire est établie par le conseil municipal qui détermine l'affectation des élèves du premier degré. Ainsi, pour chaque inscription scolaire, l'école du secteur est affectée en fonction de la domiciliation de l'élève. Ce système d'affectation des élèves revêt la forme d'une carte scolaire. Donc la carte scolaire encourage la proximité entre le lieu de résidence et l'école d'affectation, tout en veillant à l'équilibre des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements scolaires et à l'enjeu de mixité sociale. Afin de répartir les élèves dans les deux groupes scolaires de la commune, donc Jean Jaurès et Jean Giono, il convient de procéder à la création d'une carte scolaire qui doit prendre en considération 1. Les effectifs existants par école, 2. Les adresses des familles qui y sont rattachées, 3. Les fratries scolarisées et 4. Les projets d'implantation immobilière futurs dans les différentes zones. Donc ainsi on a une proposition avec 2 zones qui a été établie selon un plan annexé à la présente convocation. La zone 1, les élèves qui sont domiciliés sur l'avenue Jean Palais ainsi qu'au nord de la voie ferrée et dans le périmètre entre l'avenue Jean Palais et la voie ferrée jusqu'à leur intersection seront affectés à l'école Jaurès avec tout ce qui est côté Bastide et compagnie. La zone 2, les élèves qui sont domiciliés au sud de l'avenue Jean Palais et au sud de la voie ferrée, secteur délimité par les intersections de la dite avenue avec la voie ferrée, seront affectés à l'école Jean Giono. Cette carte scolaire sera applicable à compter de la rentrée 2025-2026 et qu'aucune réaffectation ne sera réalisée pour les élèves déjà scolarisés qui resteront donc dans leur école d'affectation. Il est précisé que les dérogations à la sectorisation scolaire peuvent être accordées par Monsieur le maire sur demande écrite et motivée. L'octroi ou le refus d'éventuelles dérogations à la carte scolaire relève des pouvoirs du maire qui agit en qualité de représentant de l'État dans le cadre de la procédure d'inscription scolaire. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de se prononcer sur la dite carte scolaire, sachant que en fait la carte scolaire qu'on a mis en place et qu'on a délibérée
qu'on a mis en place, c'est ce qu'on a toujours fait précédemment. La seule différence maintenant, puisqu'on n'est plus caisse des écoles et que maintenant c'est la mairie, on a vraiment délimité bien comme il faut la zone A et la zone B par rapport à Giono et à Jean Jaurès, voilà, tout simplement. Mais en fait, on reste toujours dans le même dispositif qu'on faisait avant. Il y a des questions? La question passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Rapport numéro 12, il s'agit de modification, comme on fait régulièrement, du tableau des emplois communaux. Albert, tu nous en parler? Donc ce tableau des effectifs permet à la commune d'avoir des postes potentiels disponibles. Donc une fois que on supprime les postes qu'on n'a pas utilisés, donc vous avez 6, 7, 8, 9 postes non utilisés, vous avez la liste en page 15. Et on crée des postes pour des potentiels recrutements de disponibles. Et c'est toujours équilibré, donc on a 9 postes en suppression et 9 postes en création. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que vous pourriez à l'avenir nous dire quel poste est la définition du poste qui est supprimé et les postes qui sont proposés? Parce que là, pour nous, un adjoint technique principal de 2e classe, c'est waouh! Voilà, je vais laisser la parole au... il est C, B, A... C'est un peu plus complexe que ça, mais je vais laisser notre stagiaire vous en expliquer. Alors, adjoint technique principal, 2e classe, c'est catégorie C. Adjoint du patrimoine principal, 2e classe, c'est catégorie C. Et rédacteur, c'est catégorie D. Donc ça, on peut vous dire les catégories, c'est pas un problème. On pourra même mettre une colonne supplémentaire si c'est ça dont vous avez besoin. Par contre, dire sur quels sont les postes concernés, ça c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a tellement peu de personnes sur certains postes. Si je vous dis, c'est, je sais pas, une personne qui travaille sur tel service, etc. Ça veut dire aussi toute la nomination des données sur les agents, savoir quels sont leurs grades, leurs postes effectifs, etc. Mais on est au conseil municipal, on a quand même un devoir de réserve en tant que conseiller municipal. On peut avoir l'information. C'est filmé à ce moment-là, on coupe à ce moment-là, mais... Non, mais en fait, c'est que sur les feuilles de paie, il y a le grade, etc. Mais sinon, c'est pas le rôle du conseil municipal de savoir si un agent d'espace vert est catégorie C en adjoint technique principal 1re classe ou 2e classe. Aujourd'hui, c'est savoir, voilà, par exemple, l'adjoint technique principal, voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire et dans quel service il va travailler. À la limite... Monsieur le maire a un débat avec un autre élu d'opposition qui veut absolument connaître le nom des gens et leur place. Donc aujourd'hui, on veut savoir ce qu'ils font. Sur les 6 adjoints, il y en a 3 au service technique et 3 au service adjoint technique principal, 3 au service technique et 3 au service restauration. Sur les adjoints du patrimoine, je pense que c'est assez logique, c'est au niveau du pôle culturel et au niveau des rédacteurs. C'est aussi une personne... Rédacteur. Oui, rédacteur, mais c'est au niveau du pôle culturel aussi. Pourquoi rédacteur? Ils sont en page B en fait. Ah, le rédacteur, c'est pas rédacteur. Pour moi, rédacteur, c'est à chaque fois, c'est des postes de contractuels et c'est des contrats d'1 an, de 2 ans, de simulation. Oui, ça c'est possible. Par contre, je ne peux pas vous dire plus précisément dans quel poste. Non, mais savoir ce que dans quel service. Le service, voilà. Et au global, l'impact sur les comptes ou sur le budget, éventuellement. Pas en détail signaler, mais là, honnêtement, non, mais on le fait à travers le budget. Sur le budget, il y a les masses salariales et vous voyez bien qu'en général, honnêtement, sur une commune comme la nôtre, quand on embauche quelqu'un, c'est qu'il y a quelqu'un qui est parti. On ne rajoute pas des postes comme ça. L'équilibre au niveau des masses salariales est trop fragile sur notre commune. C'est pas comme si on était à Salon ou à Aix-en-Provence. Je veux dire, on n'a pas des services, voilà, on est vraiment sur des remplacements de postes.
Et quand, même si on crée un poste quelque part, c'est parce qu'il y en a un qui s'est enlevé ailleurs. Ça, à la limite, on pourra toujours le dire, hein, c'est pas gênant. De toute façon, c'est visible. Et voilà. Après, dire l'impact sur la masse salariale, elle se fera au moment du budget. Et vous voyez bien que quand on parle du budget et de la masse salariale, il y a toujours un équilibre qui est fait. Il n'y a pas une explosion de la masse salariale. De toute façon, on ne peut pas se le permettre au niveau budgétaire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on peut vous dire effectivement qu'on embauche et que c'est quels sont les styles de poste et à quel service ils sont affectés, mais si on devait aller plus loin, vous verriez que c'est parce qu'il y a eu un départ qu'on prend place, et voilà, ou qu'il y a un mouvement au sein du même service avec un départ, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir un emplacement un peu différent dans l'organigramme, mais qui sera quand même au même service. Vous voyez ce que je veux dire? On voit l'équilibre entre les créations-suppressions, il y a un B à chaque fois, et tout le reste c'est des catégories C. Et c'est aussi qu'il y a eu des départs pour mutation, donc des titulaires, et on a remplacé, parce qu'on a fait des jurys, etc., par des contractuels, parce que c'est des personnes qui correspondaient le mieux à nos attentes. Donc d'où la création de ces réseaux titulaires. Pour répondre aussi à votre question, en général, quand il y a un départ, ça arrive souvent que ce soit un départ en retraite. Donc souvent, quand on prend quelqu'un qui va remplacer, ça va plutôt être une masse salariale inférieure, puisqu'il n'y a pas les points d'indice, les glissements vieillesse. Voilà, donc en général, ça n'a pas vraiment un impact négatif sur la masse salariale. C'est pour ça qu'il y a la suppression de 3 postes d'agent de maîtrise, et agent de maîtrise c'est du C+, et ce sont des personnes plutôt en fin de carrière, pour la création des agents techniques principaux deuxième classe. On a voté, pas voté, on va pas voter. Donc on va voter. S'il n'y a plus de questions, qui est contre sur ce rapport? Ok. Le rapport est adopté. On va passer au rapport 13. Il s'agit donc des décisions du maire, donc il n'y a pas de vote, hein, c'est ça? Donc sur le rapport numéro 13, en ce qui concerne le développement économique et emploi, il y a les 2 premières décisions qui concernent des baux précaires pour les boutiques éphémères. Sur la vie locale, on retrouve une convention de mise à disposition de matériel pour l'association Football Olympique Vingt-Abrélé dans le cadre de l'organisation d'un événement. Bon, il s'agit d'un prêt d'un barnon et d'un petit podium. Voilà. En termes de services techniques, des décisions qui concernent des demandes d'aide financière auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour l'acquisition de 30 pièges à frelons, l'acquisition de 2 véhicules électriques qui vont remplacer 2 véhicules thermiques anciens, et pour les travaux d'aménagement d'allées piétonnes du cimetière Saint-Martin, le Bas, et la rénovation des terrains de boules extérieurs et sous préau à Camus, devant Camus. Puis nous retrouvons une décision qui porte attribution du marché pour la taille et l'élagage du patrimoine arboré de la ville avec l'entreprise Arboriste du Sud. Je permets juste une petite réflexion. On a eu du débroussaillage dernièrement. Donc moi j'habite dans la colline, donc on a vu à la colline. Si vous pouvez faire remonter au service technique, c'est catastrophique. Ça, j'ai Lydie Chambeux qui est d'accord avec moi. Ça taille, ça ramasse pas, on a encore des merdes de partout, ça sèche, ça peut créer des incendies. C'est juste ça. Vous avez appelé le service technique pour les prévenir? Je fatigue les services techniques. Je suis désolé. Mais mais je vais faire un signalement. J'ai laissé le temps parce que je les ai encore entendus travailler, mais je vais faire un signalement au service technique. C'est ça. Parce que si c'est le fait, je peux comprendre que d'attendre le conseil municipal pour en parler, ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est l'occasion qui fait l'arme là. Non mais je vous le dis honnêtement, vous pouvez appeler directement le service technique. Oui, en plus, honnêtement, ils sont à l'écoute. Et s'il y a quelque chose à faire, il est sûr que c'est pas le maire qui est au courant. S'il y a à un moment donné des choses qui n'ont pas été ramassées dans une partie de la colline, je peux tomber dessus, hein, mais honnêtement, je tombe sur suffisamment de choses pour faire remonter les infos quand je dois le faire. Mais c'est vrai que le plus rapide, c'est tout simplement d'appeler ça. C'était pas le but de vous interpeller personnellement. Non, mais je dis juste qu'il y a une façon, vous pouvez opérer de cette manière-là, ou alors il y en a d'autres qui vont plutôt faire des posts sur Facebook, mais chacun fait à sa manière. Mais le plus efficace, honnêtement, c'est pas ça pour vous. Hein. Merci. J'ai dit, il y en a d'autres. Voilà. J'ai un Cerbère à la maison. Et je suis interdit de Facebook. C'est vrai? Le commentaire du moins, j'arrive à lire un peu plus de je commente un peu. En ce qui concerne la population, il y a une décision concernant l'attribution d'une concession.
Au niveau de l'urbanisme, on retrouve une décision qui porte à la mise à disposition d'un terrain communal à usage exclusif de terrain agricole qui sera utilisé pour la plantation d'oliviers pour une durée de 6 ans à raison d'une location d'une convention à raison de 320 € par an. Donc là, on peut c'est exactement ça. Au niveau de la culture, il y a les 2 dernières décisions qui concernent la convention annuelle de partenariat culturel avec le dispositif départemental Provence-en-Seine pour l'année 2025-2026 avec le département des Bouches-du-Rhône et aussi d'une convention de mise à disposition de locaux et de biens pour l'association US Velo Football. Eh bien, on va passer donc aux questions de l'opposition. Donc la question de l'opposition pour le conseil municipal est celle-ci. Monsieur le maire, comme nous avons pu tous le constater, ces dernières semaines, les températures ont significativement augmenté avec les montées caniculaires. Chaque année, nous souffrons tous de cette montée soudaine des températures, d'autant plus nos enfants, dans les établissements scolaires où les températures relevées dans les salles de classe dépassent les 30 degrés dès le matin. Donc ça date cette observation, elle a été relevée quand ça ça y a eu une évolution le premier jour, j'imagine, parce qu'il y a eu des émois le premier jour où il y a eu la canicule. Mais en fait, quand on a fait la canicule, il faut constater la chaleur dans les locaux. Donc vous les effectivement, la canicule est arrivée ces jours-ci, mais déjà auparavant, il y avait déjà 30 degrés dans les salles de classe. C'est-à-dire auparavant, des années d'avant, vous voulez dire? Chaque année, ça se répète. Là, je parle des jours. Oui, mais on est d'accord sur le phénomène, il n'y a pas de souci là-dessus. Malheureusement, il est inéluctable. Oui, bien sûr. Donc les températures relevées dans les salles de classe dépassent les 30 degrés dès le matin pour atteindre des niveaux difficilement supportables en journée. Chaque année, à cette période, les enfants et les personnels travaillent dans des conditions difficiles, dangereuses pour leur santé, malaise, déshydratation, coup de chaud, fatigue, etc. Nous, groupe d'opposition, avions déjà... Lundi, il y a eu 3 malaises à Jaurès. Évacués par les pompiers. D'accord. Okay. Êtes-vous au courant? Dans ce lundi-là? Oui. Oui, c'est alors, lundi-là. Je vais me permettre. Oui. Lundi matin, on a fait le tour. Lundi matin, ok. On parlait de la maternelle Jaurès. Oui. Je vais vous faire rire. Ils étaient en train de faire du sport. Ah, génial. Voilà. Donc à un moment donné, moi je veux bien, j'ai été parent d'élèves, cette année on a été parents d'élèves, on a vu un peu comment ça se passait. Vous faites l'opposition, c'est tout à fait normal que vous faites votre travail d'opposition. Sincèrement, il y a beaucoup de parents d'élèves d'ici qui ont été parents d'élèves qui voient maintenant l'envers du décor. Moi je suis rentrée, j'étais avec M. Blache, on était tous les deux, on a fait le tour des 2 écoles. À la maîtresse, je suis allée la voir, je lui ai dit, vous savez qu'on est en vigilance orange? Oui, mais vous comprenez, moi il faut que c'est dépensé, petit. Bon, si tu veux bien, Cathy, moi je ne vais pas rentrer dans ces appréciations-là, je vais juste vous donner du factuel, d'accord? Je finis le texte que vous nous avez donné. Donc nous, groupe d'opposition, avons déjà porté ce sujet en scène à plusieurs reprises, effectivement, vous l'avez dit 2 fois, pour que des actions pérennes soient mises en œuvre en vain. Alors là, je vais en revenir parce que ça voudrait dire qu'on n'a rien fait, ce qui est totalement faux. Moi, c'est sur le plan pérenne que je... Non, mais les actions, il y a eu effectivement... Non, mais sur le plan pérenne, on est dans une période, je termine donc juste, on est dans une période de réchauffement climatique. Le pérenne, il va devoir évoluer au fur et à mesure des années, malheureusement. Donc on va toujours avancer là-dessus. Et de dire qu'il n'y a rien qui a été mis en œuvre, bon, ouais, je trouve que c'est... je vais vous dire ce qui a été mis en œuvre, comme ça au moins vous aurez... Mais ça vous a déjà été dit, puisqu'on en a déjà parlé, on a voté les opérations avec les aides du département sur tout ce qui a été fait. Donc ce qui me surprend, c'est que comme vous avez assisté à tous les conseils municipaux, que vous pensez qu'il n'y a rien eu de faire, vous savez très bien qu'il y a eu des choses de faites. Alors, pas suffisant, on peut être d'accord, parce que j'imagine qu'il faut que la vérité soit au milieu, et de dire qu'il n'y a rien de fait, je trouve ça un peu... Bon, voilà. Je termine sur ce que vous avez dit. Vendredi dernier, le 27-06, les salles de classe n'étaient toujours pas climatisées, seulement un ventilateur. Les brumisateurs installés les années précédentes dans les cours de récréation sont déjà hors service cette année. Donc elles l'ont été effectivement au tout début, parce que ils ont été allumés le jour où il commençait à y avoir l'épisode de canicule. Et c'est aussi de notre faute, on aurait dû le faire avant, effectivement. Et ils ont été depuis réparés quand même. Oui, parce que ça a été fait. Je pense qu'ils sont bienvenus, c'est bon. Oui, mais ils sont quand même intervenus. Les services sont intervenus dès le lendemain. Voilà. Donc ça peut répondre aussi des questions, le fait qu'il y a eu quand même une réaction et que le lendemain ça a été réparé.
veux dire, à un moment donné, la perfection n'est pas de ce monde. On essaie de réagir aussi en fonction de ce qui arrive. Si on nous dit, les profs nous disent que le pollinisateurs ne marche pas, on a fait intervenir dès que possible, et donc dès le lendemain, ils étaient réparés. Voilà. Donc ça aussi, de dire que depuis, il n'y a plus rien qui marche, c'est pas tout à fait juste, quoi. Même si, je suis d'accord avec vous, le premier jour, il y avait des problèmes avec certains pollinisateurs qui s'étaient bouchés. Et donc ensuite, vous avez réagi sur les réseaux sociaux suite à la plainte légitime des parents inquiets pour leurs enfants, expliquant installer de nouveaux équipements dans les groupes scolaires. Qu'en est-il concrètement? Peut-on avoir un état des lieux précis des actions menées à ce sujet? Jugez-vous satisfaisant le niveau de réponse que vous avez apporté aux écoles? Donc moi, je vais vous dire ce qui a été fait depuis déjà 2 ans, pour vous dire quand même qu'il y a eu des choses. Il y a eu 725 000 € qui ont été investis dans les 2 groupes scolaires depuis 2020, avec des brises soleil, des reprises de verrières, des peintures isolantes, des poses de rideaux occultants, des déploiements de ventilateurs et de brumisateurs. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Par exemple, on a posé un brise-soleil dans les 2 groupes scolaires en 2024 et ça a coûté 211 000 €. Alors on pourra toujours discuter sur la valeur de ce qui a été fait, et là où je vous rejoins, c'est qu'in fine, on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant, et que nous on a travaillé avec des organismes qui sont spécialisés, notamment le CEREMA. Donc quand on a voulu travailler, moi je vais être honnête avec vous, hein, ça fait personnellement ça fait 3 ans que je dis à chaque fois, mettez-moi des clims dans les classes, j'en ai marre d'être emmerdé à chaque fois, et que les minots ils se retrouvent dans des conditions extrêmes chaque année. Moi, on me dit techniquement il faut travailler avec des gens qui savent faire, et je l'ai toujours dit dans ce conseil municipal, moi je ne suis pas un spécialiste, et j'ai pour habitude de travailler avec les gens qui sont censés savoir faire les choses. Donc on a travaillé notamment avec le CEREMA, avec des organismes, et pour trouver les meilleures solutions. Et on nous a fait un plan qui est celui dont je vous parle, au niveau de l'investissement, qui est quand même pas rien. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait avec les sommes qui ont été investies. Il se trouve que ça a été reconnu parce que moi j'entends aussi beaucoup de gens. Moi j'y suis allé, je pense, 6 fois depuis le début depuis les derniers jours. Et pas plus tard qu'hier soir, hier midi, je suis retourné pour manger avec les petits, faire le tour de toutes les classes. Et donc j'ai pu aussi voir le discours qui peut être aussi différent suivant avec qui vous avez affaire. C'est là où je rejoins un petit peu mon adjointe, c'est-à-dire que quand vous allez parler avec les ATSEM, que vous allez parler avec les enfants, le retour n'est pas tout à fait, n'est pas exactement le même. Il est beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire qu'effectivement, pour aller au bout de ce qui a été mis en place, depuis la première semaine où il y a eu ces problèmes-là, on a déployé 20 climatiseurs portables en urgence, hein, parce que là il a fallu travailler vite, donc on les a fait installer. On a fait installer des systèmes aussi avec nos services pour qu'il puisse y avoir des évacuations à l'extérieur. On a eu aussi en lien avec les professeurs, on a privilégié certaines classes qui étaient plus ou moins exposées le matin par rapport au soleil, avec un déploiement progressif sur différentes classes. On a réinstallé les brumisateurs dans les cours, on a redisposé aussi les ventilateurs dans toutes les classes. Bon, bien entendu, c'est pas assez. Et là aussi, moi, je suis clair avec vous. J'ai fait le tour de classe. Oui, c'est vrai que le matin, aujourd'hui, je vais finir avec ce qui a été déployé parce que c'est pas terminé. Et puis après, on fera sur le constat. J'ai aussi, depuis une semaine, fait ouvrir toutes les classes d'école par mes astreintes techniques toutes les nuits pour qu'elles puissent s'aérer. Bien entendu, qu'est-ce qui est opposé à ça, c'est que le fait qu'elles soient ouvertes, on risque d'être cambriolé. Donc j'ai pris des ADS pour surveiller, j'en ai pris un par bâtiment pour surveiller les bâtiments pendant qu'ils sont ouverts la nuit. J'ai demandé à mes services de les refermer à partir de 4 h du matin et de mettre en marche les climatisations pour qu'elles marchent le mieux possible à l'ouverture des classes. Ça, c'est ce qu'on a fait. Je vais rajouter aussi que comme l'année dernière, j'ai mis à disposition des enseignants les 2 salles que vous avez ici, qui sont les salles de conseil municipal et les salles de mariage, l'espace Nova et la salle Padovani, qui sont les espaces réfrigérés. C'est pas réfrigéré. Climatisés. Ce que je veux dire par là, c'est que ça leur a été proposé et qu'à ce jour, ça n'a pas été retenu par les enseignants. D'accord ? Ça, c'est pour la petite histoire. Donc voilà. Je retiens juste que, par exemple, les villes à côté, il y a des classes qui sont allées voir des séances de cinéma en salle après-midi. Donc j'imagine que c'est peut-être qu'il y a des endroits où on a la possibilité de le faire, d'autres endroits où on n'a pas la possibilité de le faire. Mais une fois que je dis ça, comme dirait l'autre, je dis rien. Hein. Je vous dis juste ce que nous, on a proposé. Maintenant, le constat de ça. Donc
on est d'accord qu'on n'a pas rien fait, quand même. Hein. C'est-à-dire, on a quand même fait des choses. Maintenant, on va être sur le constat des choses. Et là où je vous rejoins, c'est que c'est pas suffisant. D'accord? Maintenant, c'est pas suffisant pour des raisons simples, c'est que j'ai aussi annoncé ce qu'on allait faire sur le moyen terme et le long terme. Sur le moyen terme, on va reprendre totalement le complexe Jean Jaurès. Je vous ai aussi expliqué plusieurs fois pour quelles raisons il a été repoussé ce projet-là. Parce que après, il ne faut pas qu'on me reproche aussi des budgets qui ne seraient pas à l'équilibre ou un désendettement où on ne tiendrait pas nos promesses. Et il y a aussi les réalités économiques, c'est-à-dire quand il y a eu l'explosion énergétique, la plupart des projets, je ne vais pas revenir dessus, mais si c'était pour avoir un dépassement de 50% de nos investissements parce que les entreprises ne peuvent pas répondre aux appels d'offres, parce qu'il y a une rupture des matériaux, toutes ces choses-là, la décision que j'avais prise, c'était d'attendre un peu, de le reporter. Les travaux vont commencer en 2026. En sachant qu'il y a quand même, on n'a pas attendu, qu'il y a eu toutes les études qui ont été faites avec un cabinet qui nous accompagne, qu'il y a déjà des plans qui ont été faits, il y a eu des concertations avec le corps enseignant, et il y aura des désimperméabilisations de cours d'école, à la fois sur Jaurès, mais aussi sur Giono. Donc c'est aussi des travaux qu'aujourd'hui, on a réussi à travailler avec le conseil départemental pour pouvoir proroger d'un an ou deux notre contrat d'aide du département, pour pouvoir avoir en plus cette aide encore à 70%, pour pouvoir faire tous ces travaux. Alors qu'aujourd'hui, tous les contrats d'aide du département, maintenant, sont à 50%. Donc c'est des trucs sur lesquels c'est important de le dire, parce qu'on y travaille aussi pour pouvoir faire le mieux possible et pour pouvoir faire quelque chose de bien. En attendant, je suis d'accord avec vous, c'est pas parfait, et effectivement, maintenant, moi j'y suis allé 3 fois depuis la semaine dernière. Le matin, je suis allé faire le tour, et même pas le matin, mais à 1h30 quand j'ai fait le tour des classes, la plupart des classes, elles sont plutôt à hauteur de 26 degrés, 27 degrés, ce qui, j'en conviens, est encore chaud, mais qui a quand même fait considérablement baisser les températures sur la plupart des classes, grâce à ce qui a été mis en place. Maintenant, là où je vais vous rejoindre, c'est que ça ne marche pas sur toutes les classes. D'accord? Donc on va continuer à travailler pour pouvoir essayer de trouver une solution. Alors je ne vais pas vous dire pour la fin, parce que c'est la fin de la semaine, mais au cas où en septembre il y aura encore des problèmes, ça va nous permettre aussi de pouvoir mettre l'accent sur l'espace jeunesse pendant cet été. On va rapatrier les clims pour pouvoir faire en sorte que les jeunes qui seront accueillis là-bas puissent être dans de bonnes conditions. On continue à travailler aussi pour ces choses-là. On travaille sur le long terme, comme je viens de vous le dire, avec les réhabilitations du complexe Jaurès, mais aussi sur les désimperméabilisations de Giono. J'aurais aimé qu'on fasse les deux complexes, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il a été quand même fait il y a 10 ans, ce complexe-là, pour un prix, si on regarde un peu, qui a été un peu exorbitant. Et moi, je ne veux pas tirer sur l'ambulance, hein, mais je constate aussi qu'il y a des choses qui ont été faites dans des bon sens. Donc on va essayer de trouver des solutions. On va commencer par Jaurès. On va travailler aussi sur Giono pour faire en sorte qu'il puisse, dans les années qui viennent, en attendant qu'on fasse les travaux, puisse être dans des meilleures conditions. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, quand je passe avant-hier et que je vais faire le tour des classes, que je vois entre midi et 2 des classes où la clim elle est ouverte, mais que les fenêtres sont ouvertes en grand sur l'extérieur, ne me demandez pas pourquoi la température n'a pas baissé entre midi et 2. Ça sort de notre... Ne me dites pas que ça ne me regarde pas, parce que si demain vous êtes... Mais c'est pas le bonne faute pour le coup, c'est... Oui, mais c'est un comportement. Donc vous êtes d'accord avec moi, vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même important de le dire. Là c'est malheureux, s'il y a la clim qui est très ouverte. Des rideaux qui ne sont pas tirés pour des questions d'ombrage. Un problème aussi, et là j'accuse personne, mais quand je fais garder et ouvrir les classes la nuit et qu'on me dit il y a eu 3 classes où les clims n'ont pas été démarrés, ou voire même une où il y a un tube qui est tombé à l'intérieur et ça a chauffé plus que ça a refroidi. Bon, ben, je ne vous cache pas mon moment de solitude en tant que maire, et on a trouvé des solutions pour faire en sorte qu'il y ait une astreinte qui vienne pour vérifier que tout soit refermé et que les clims soient bien allumés. Donc ça s'appelle aussi des difficultés quand vous avez les opérations de nettoyage le matin avec des gens qui arrivent d'une entreprise de nettoyage, que vous avez après voilà, vous avez pas mal de choses qui font que c'est pas évident d'avoir la conjoncture parfaite. On essaie d'avancer et de faire pour le mieux. Mais c'est bien aussi d'entendre que des fois, les consignes, elles ne sont pas toujours retenues de manière égale, et que ça peut aussi, même si, encore une fois, je constate que ce qui a été fait n'est pas suffisant encore, ça a quand même apporté des choses, et derrière, il y a aussi des fois des non-respects de consignes qui font que ça ne peut pas être un miracle. Si on prend une clim mobile et qu'on met le tube à l'intérieur, on va réchauffer l'endroit. Voilà. Oui, mais c'est bien de le dire aussi, parce qu'il faut tout se dire. Hein. Moi, je dis que ce qu'on n'a pas fait, je dis aussi ce qu'on a fait, et je pense qu'on a fait le maximum dans le temps qu'on avait là,
dans l'urgence, je suis d'accord avec vous, et qu'on va essayer de travailler là-dessus. Maintenant, je vous dis aussi, si on met des clims dans toutes les classes, j'ai déjà des gens qui viennent me dire, nous, on ne veut pas de clim dans la classe. Parce que c'est pas de l'air sain, que mes enfants font de l'asthme, que pour différentes choses. Donc ne croyez pas qu'il y a une solution lambda et que c'est la meilleure solution. Il y aura toujours des détracteurs de toutes les solutions. On essaie de faire pour le mieux, on n'est pas parfait. Et en tout cas, ce qu'on ne peut pas nous reprocher, c'est d'avoir rien fait. Non, vous avez fait des choses, vous avez dépensé des sous pour des solutions qui ne sont pas 100% efficaces, avec des réactions d'urgence cette année avec l'installation des climatiseurs, très bien. Et pour quel coût, ça aussi, les 20 climatiseurs, combien ça a coûté? Quel est le résultat par rapport à ça? On ne va pas s'inscrire dans l'avenir avec ces solutions-là. Est-ce que la réhabilitation de Jaurès inclut l'installation d'une climatisation? On va mettre une pompe à chaleur qui fasse chaud l'hiver et oui, voilà. Alors, là, on est sur du bon sens. Encore une fois, moi à un moment donné, je travaille pas avec les émotions de tout le monde et la vie. Si le solaire, ça fait de l'électricité qui alimente la clim. Je peux en parler, chez moi, ça fonctionne comme ça. Non, mais et ce qui fonctionne sur un ce qui est possible. Non, mais c'est tout à fait possible. Le CEREMA, c'est pas la. Moi, je vous laisse avec vos certitudes. Je travaille avec eux. Non, mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Je vous laisse avec vos certitudes. Vous feriez sûrement beaucoup mieux que nous, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ça, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que le CEREMA, c'est pas la panacée. Aujourd'hui, il y a peut-être possibilité d'alimenter des pompes à chaleur qui fassent du chaud l'hiver, du froid l'été, avec une alimentation électrique en photovoltaïque. Là, on est entièrement d'accord. C'est ce qui est aujourd'hui qui a été travaillé sur le projet de Jaurès. D'ailleurs, vous serez associé finalement au travail qui est fait. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs je pense que vous avez dû peut-être y avoir déjà accès, mais si ce n'est pas le cas, aujourd'hui il n'y a rien de PAC, hein, je veux dire, il y a eu un travail de fait, il a été travaillé aussi avec les représentants au niveau des écoles, on vous le montrera, il y a bien entendu un système de rafraîchissement qui est dedans, et on pourra, en plus, avec ce qui se passe en ce moment, on aura encore le temps de pouvoir revenir sur certaines décisions s'il y a des choses qui nous paraissent envisageables, différentes. Mais aujourd'hui, il y a un vrai travail qui est fait. Et puis, encore une fois, à un moment donné, il faut aussi travailler avec des gens qui savent ce qu'ils font et essayer de faire aussi un peu confiance, même si voilà, l'erreur peut être humaine. Mais moi, je ne sais pas faire autrement que de travailler avec les gens qui sont censés être des gens qui sont des professionnels, quoi. Donc on y travaillera dessus, vous avez vos certitudes, nous on a nos doutes. Et on essaie de faire on constate effectivement que le projet Jaurès, il y a des années qu'il est sur la table. Et je vous ai expliqué pour quelle raison. Il était pour 2024 au départ. Oui, et je vous ai expliqué pourquoi. Les enfants, ils font leur scolarité dans des conditions là, sur les terrains difficiles. Très bien, mais écoutez, peut-être que vous auriez été à notre place, vous l'auriez fait de suite. Peut-être que ça aurait... Mais bien sûr, mais votre priorité, c'est certainement pas d'avoir un équilibre financier de votre vie. Refaire la place qui est refaire le parc des mais en fait, le problème, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a peut-être d'autres exemples. Mais oui, mais soyez, quand vous avez un propos, quand vous avez un propos, moi, la seule chose, je peux tout entendre, la seule chose que je vous demande, c'est d'être rigoureux dans vos éléments pour que ce soit pas contradictoire. Le projet de la place Caire, il a été commencé à travailler en début de Covid et il a été fait en amont, il a été financé après et il a démarré après. Voilà. Ne mettez pas en opposition des choses qui ne peuvent pas être en opposition. Quand j'entends les gens qui disent « ouais, il faut éteindre les clims dans les mairies », arrêtez avec cette espèce de populisme de balle. Moi je veux bien les éteindre les clims, il n'y a pas de souci, hein, je veux dire, mais on ne va pas mettre en opposition un bâtiment qui a été fait aux normes et qui fonctionne avec un bâtiment qui est vieillot et qu'il va falloir refaire. Je veux dire, arrêtons de nous mettre toujours en opposition, surtout, ça ne réglera rien en plus, ça fait que de la tension et ça exacerbe les colères. Moi, je vous dis juste une chose, je vous ai expliqué la réponse à ce que vous dites, je vous ai expliqué pourquoi on a pris du retard, et en plus, je suis clair, je vous dis que c'est moi qui ai pris la décision. Voilà, moi, un projet à 6 millions d'euros, si c'est pour qu'il nous coûte 10 millions d'euros à l'arrivée, et qu'on se retrouve endetté, et que vous allez venir au même conseil municipal pour nous dire, bah, vous avez endetté la ville, mais vous aurez toujours raison en vérité, hein, puisque toute chose a une conséquence. Voilà, donc vous l'auriez fait de suite. Ça vous auriez fait comme certaines villes à côté, à Coudoux, où ils étaient prisonniers de travaux, où il y a des boîtes qui ont fermé, où il y a des projets entiers qui ont été bloqués pendant 3 ans, et des dépassements de l'ordre de presque 50% de plus sur certains travaux. Donc vous auriez fait ce choix-là, il n'y a pas de problème. Mais vous auriez dû après vous expliquer à des gens devant vous, qui vous auraient dit, vous avez endetté la ville et vous nous avez mis dedans. Il n'y a pas de problème, chacun fait à sa façon. Moi je vous demande juste d'être raisonné, et quand on oppose les choses, on donne des éléments concrets,
Parce que sinon, ça tient pas la route. Voilà, c'est tout. Pas à votre place, monsieur le maire. Mais- Vous pouvez constater, je vous laisse votre Mais place. je- Effectivement, vous l'avez voulu. En revanche, je suis mère de famille et moi, ça me désole de voir les enfants. Et moi, je suis père de accueillis dans famille. ces conditions. Je suis père de famille. J'ai emmené mes enfants à Non, mais vous Jumeaux. pouvez Et vous j'ai. devant, hein. Non, mais moi, je vous dis. Non, mais est-ce que vous y êtes allé, quoi, aux écoles, madame? Il n'y a pas que Alors les moi, enfants. oui, et pour info, moi, ma fille, il y a quelques années, a fait partie des gamins qui ont eu des soucis et qui sont tombés dans les pommes alors qu'ils étaient à l'extérieur de l'école, parce qu'il faisait chaud à l'extérieur et ils étaient à l'ombre. Et comment on faisait C'est faire comme une ça, chorale. voilà, ça se répète, c'est tout le temps comme ça. Vous avez été à la fête de fin d'année, là, Bien d'école sûr. Vous les avez vus chanter? Maternelle qui chantait en plein soleil. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Fantastique. Après la question, La Nora, clim, Mais c'est juste que voilà, moi c'est un sujet, ça me. Mais vous forcément, ça me touche. croyez qu'on est insensible? Mais voilà, c'est juste que qu'est-ce qu'on peut faire? la question, elle est... Je vous dis. On en a parlé. La question, vous avez raison, hein, mais regardez, toutes les écoles, les collèges et les lycées, c'est pas que vélo. Mais Aucun ça, c'est sûr, établissement- C'est un constat général. Bien sûr, Bon, donc ça n'empêche pas aucun des actions établissement locales. est équipé. Mais pourquoi? Il y a peut-être une raison aussi, pourquoi on n'équipe pas les écoles de clim? Il faut se poser des bonnes questions. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin. Enfin là, on commence à être en Après, réchauffement effectivement, climatique. ça évolue. Alors que jusqu'à maintenant, on je suis était dans d'accord. zone tempérée. Moi, la seule chose, là où je suis d'accord avec vous, et honnêtement, moi, quand on me dit que les minots, ils sont pas bien dans les classes, ne croyez pas qu'on est des insensibles. Hein. On est comme vous, et moi, mes enfants, ils ont... Non, mais c'est juste pour vous répondre. Moi, mes enfants, ils ont fait les mêmes écoles, j'allais les chercher l'été, ils avaient les pantalons, ça coulait dedans. Et je faisais les chorales, et en tant que parent d'élève, et j'ai vu les mêmes choses à l'époque. Hein. Mais à un moment donné, on essaie de trouver les solutions les plus adaptées. Je vous ai dit qu'on a investi beaucoup d'argent pour faire les ombrières, et je suis d'accord avec vous pour vous dire qu'à l'arrivée, c'est loin d'être suffisant. D'accord? Et on est d'accord que l'argent qui a été mis, on aurait pu directement mettre des clims. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'essaye aussi de tenir compte de ce qu'on nous dit, en lien aussi avec la transition écologique, et puis pour faire quelque chose qui soit sain pour les enfants aussi dans un deuxième temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si c'est pour mettre des clims, ce qui n'est pas le cas dans quasiment aucune école ici en élémentaire dans la région, si c'est pour mettre ça et que j'ai après des gens qui viennent me dire, des collectifs, on ne veut pas la clim parce que les enfants ils ont des risques avec les particules, avec les machins, ce qui est le cas hein, déjà, et en plus c'est attaquable. Moi j'essaie de trouver le juste milieu, effectivement vous avez raison de dire que ça a coûté de l'argent, mais vous ne pouvez pas me dire dans le même temps qu'il faut faire tout pour les enfants, même si ça coûte de l'argent et que financièrement ça coûte beaucoup d'argent, et me reprocher d'avoir mis l'argent justement pour mettre des clims. Parce que j'ai quand même... on a fait quelque chose quand même. C'est juste la double opération. Oui, Les ombrières mais- qui ont coûté une certaine somme d'argent, 200 000 euros, vous l'avez dit. Et l'installation des clims, très bien les clims, parce que c'était la solution d'urgence et il fallait répondre à cette situation. Les enfants et même les enseignants, ils n'en pouvaient plus. Quoi. Donc ça, moi, je ne peux pas aller contre ce que vous avez fait là en réaction immédiate cette année. En revanche, c'est encore de l'argent qui a été dépensé et qui ne va pas durer dans le temps. Quoi. Quoi qu'il en Oui, soit, mais en fait, c'est- voilà, on ne réglera rien sans argent. On a fait le tour du sujet, je pense. Oui, mais c'est important d'entendre aussi les deux parties là-dessus. Hein. Et comme je vous dis, on n'a pas fini, on va faire ce qu'il faut et on va le faire bien. Et peut-être qu'avec ce qu'on aura économisé, ce qu'on n'aura pas dépensé en trop sur le projet scolaire, on va pouvoir faire aussi un projet encore plus complet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un projet de réhabilitation de complexe scolaire, c'est vraiment un projet à plus de 6 millions d'euros. Quoi. Donc voilà, l'intérêt c'est aussi d'être cofinancé pour le faire. Et si on est cofinancé pour le faire, ça nous profitera plus rapidement pour attaquer après dans un second temps, faire ce qu'il y a à faire sur Juno. D'accord? Je crois que c'est terminé. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite de bonnes vacances. Et merci à tous les gens.